Bonjour à toutes et à tous et merci d'être sur le 23e numéro d'Entreprendre à l'étranger. Sur le 21e et le 22e numéro qui étaient les numéros de la rentrée 2021. On est resté en France pour parler d'impatriation avec Romain et Charlène qui sont aujourd'hui à Lyon et à Paris. Pour le 3e numéro, on va prendre la direction de la Norvège avec Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie, on va faire très très simple, je vais te laisser te présenter. Et puis, je te poserai toutes les questions qui me passent par l'esprit tout à l'heure. Ok, À toi. alors salut tout le monde. Merci pour l'invitation tout d'abord dans ton podcast. Je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Drouet, j'ai 38 ans et j'habite en Norvège depuis 7 ans. J'ai vécu 10 ans à Paris avant de venir m'installer ici, donc à Tønsberg. Je ne suis pas à Oslo, je suis à Tønsberg, qui est la plus vieille ville de Norvège, à 1 heure et quart au sud d'Oslo, le long du fjord. Alors, moi, la première question comment dire, je pense que tu t'y attends. C'est qu'est-ce qui fait que tu t'expatries et surtout que tu choisis la Norvège? Pourquoi en Norvège? Ouais, Quelle mais idée! vraiment. J'ai visité le pays, alors pas tout le pays, j'ai visité quelques villes, principalement Oslo, donc j'ai adoré le pays, mais pourquoi y vivre? Ouais. Eh bien parce que j'ai vécu donc 10 ans à Paris, alors que je ne suis pas originaire de Paris, je suis originaire des Ardennes, donc j'ai grandi à la campagne et j'ai fait mes études à Reims, mes études audiovisuelles et après 10 ans à Paris et ben, ça suffit en fait. C'est largement suffisant, j'en avais marre donc avec mon compagnon, qui est français aussi donc on a vécu 10 ans à Paris ensemble et on en avait marre de Paris, on voulait partir mais on ne savait pas où. Donc c'était la grande question et puis on voyageait pas mal, on se faisait un ou 2 voyages par an, des gros voyages, c'était pas des week-ends quoi, c'était vraiment, des voyages de au moins 10 jours, voire 2 semaines. Et puis, eh bien, à chaque fois qu'on voyageait, on se posait la question, «Est-ce que tu te verrais vivre ici toi?» pour voir un petit peu ce qui nous faisait envie. Et puis on a fait plein de destinations, différentes, hein, ça va de la Guadeloupe, à l'Irlande, donc c'est vaste. Et puis voilà, on n'avait jamais eu trop de gros coups de cœur, donc on continuait nos voyages et jusqu'au jour où on a décidé de faire un pays scandinave, parce qu'on ne connaissait pas, on n'avait jamais fait et on s'est décidé pour la Norvège et là, c'était le coup de cœur, le coup de foudre, et on a donc, après, 4 ans de préparation, pris la décision de venir s'installer en Norvège. D'accord. Du coup, là, ça nous amène à quelle année? Donc là, Alors on la décision a, de t'installer en Norvège. on a pris la décision en 2010 et on a déménagé en 2014. D'accord. Comment dire, je me permets de rebondir sur un élément, c'est tu dis Mmh. entre le moment où on prend la décision de s'installer, où on s'installe, il y a 4 ans quand même. Et Ouais, quand même, généralement, ouais, généralement, ça va très vite. oui, ça a du bon. Non, mais on est d'accord que ça a du bon de 4 ans, t'as le temps de mûrir le projet quand même. Ouais, ce qui était le Voilà, but. voilà, c'est Romain, comment dire, Romain qui qui est passé avant toi. Lui s'est retrouvé au Mexique dans la même situation que dans laquelle je me suis retrouvé au Maroc. C'est qu'en fait, on travaillait, on avait des activités, mais on ne savait toujours pas si c'était légal ou pas. D'accord. Voilà, pour des problèmes de visa, d'autorisation de travail ou autre. Voilà. Ouais. Pendant ces 4 ans, ça se passe comment la préparation? Eh bien, ça se passe qu'on est revenu très, très souvent. On est revenu en Norvège à chaque fois, donc quand on a pris cette décision, en fait, on a arrêté de voyager ailleurs puisqu'on s'est concentré sur notre projet du coup, donc on Pour éviter les tentations. économisait, ouais, non, c'était pas ça, c'était plus, pour le budget, quoi. Parce que la Norvège, c'est un pays qui coûte cher et que du coup, pour justement préparer ce projet, on avait besoin de venir sur place pour analyser plein de choses parce que, la première chose qu'on a découverte en faisant les premières recherches, c'est que comme la vie était chère en Norvège, c'était c'est pas compliqué de s'installer en Norvège parce que alors ça fait pas partie de l'Union européenne, mais ça fait partie de l'espace Schengen donc il y a pas besoin de visa, il y a pas besoin
d'autorisation de travail, quelle que soit, donc c'est assez facile de venir en Norvège et d'essayer de s'installer en Norvège. Mais ce qui est plus difficile, c'est de rester, parce que la vie coûte cher et que quand on arrive avec nos euros, avec, nos économies en euros, et ben, ça part en fumée en 2 secondes. Donc ça, on l'avait un peu anticipé, en fait, on s'était renseigné là-dessus, évidemment. Et comme c'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur et qu'évidemment, à chaque fois qu'on revenait, pour, préparer, le projet, on était de plus en plus attachés à ce pays et du coup, on se disait: «Faut vraiment qu'on le prépare bien pour que ça marche, quoi». On voulait pas prendre le risque de partir, comme ça sur un coup de tête puis de dire: «On verra bien», parce que malheureusement, ça marche pas trop en Norvège, ça marche pas souvent. Je dis pas que ça marche pas, hein, il y en a peut-être qui ont réussi, certainement d'ailleurs. Mais nous, on avait besoin de mûrir un peu le truc et puis, bah, on avait une bonne situation tous les 2 quand même, à Paris. Moi, j'étais, intermittente depuis plus de 10 ans. Je travaillais notamment à M6, mais dans plein de prod et j'adorais mon taf. Donc je suis vraiment pas, partie, parce que genre marre du boulot, quoi. Plus marre de la vie, parisienne, au quotidien et mon copain est musicien professionnel et prof de batterie. Donc il avait une bonne place dans une école aussi, c'était cool. Donc on quittait quand même tout, tous les 2. On allait dans un pays étranger, dans lequel on ne parlait pas la langue et avec un projet, artistique tous les 2. Donc c'était pas forcément, d'une, stabilité, à toute épreuve. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de prendre le temps de bien tout préparer et donc on est venu plusieurs fois pour faire une étude de marché, pour faire un business plan, pour voir où est-ce qu'on va s'installer en Norvège parce qu'on voulait pas venir à Oslo. Donc bah, tout ça, ça a pris du temps. On l'a fait tranquillement. On a pris du temps aussi pour, étouffer un petit peu nos économies et puis voilà, ça a pris 4 ans. 4 ans, non mais ouais, comment dire? Ce qui en ressort, c'est ça a vraiment été préparé, quoi. Vous Ah avez pas oui. débarqué, vous avez pas débarqué en Norvège, Non, non. sans trop savoir ce que vous allez faire, Non, et pas où du vous allez tout. faire. Voilà, parce que quand on pense à la Norvège, on pense automatiquement à Oslo, moi le Ouais. premier, et on a tendance, en fait, on imagine qu'il y a Oslo et qu'au autour, il y a des forêts et des fjords, et qu'il y a rien d'autre. Ouais, bah, c'est un peu ça, mais mais c'est un peu ça, mais ouais, enfin, ça dépend de plein de trucs, quoi. Parce que nous, on voulait justement partir de Paris parce qu'on en avait marre de la ville. Alors après, Oslo, ça reste une ville pour ceux qui sont venus à Oslo et qui connaissent, ça reste une, capitale très petite, et très, paisible, calme et cetera. C'est je sais pas, peut-être si on comparait à la France, c'est l'équivalent de Nantes, peut-être? Donc c'est vraiment, enfin, c'est une petite ville, quoi. C'est pas la grosse capitale super stressante et tout, mais nous, on avait cette envie de vivre à la campagne et en pleine nature. C'était vraiment pour ça qu'on partait. Donc du coup, où vivre au nord, au sud, enfin, à l'est, dans le centre du pays, à l'ouest. Donc tout ça, ça a demandé réflexion évidemment. Et puis ce qui nous a décidé pour la région dans laquelle on est, aujourd'hui, de laquelle on n'a pas bougé, hein. On a déménagé, de Paris, on est arrivé à Tolsrød, dans le village où on est, on n'a pas bougé depuis 7 ans. Donc on s'y plaît, beaucoup et ce qui a fait qu'on a choisi cet endroit, c'est qu'on n'est pas loin d'Oslo quand même, parce que, ben, moi travaillant en audiovisuel et mon copain étant dans la musique, c'est quand même assez pratique de pas être loin de la capitale. Donc on est à 1 heure et quart d'Oslo, que ce soit en train, en bus ou en voiture. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et la région où on est magnifique. On habite le long du fjord, donc on habite à 500 mètres d'une des plus belles plages de Norvège, le long d'un fjord magnifique. On n'est pas loin des grosses montagnes de Norvège, du Telemark. On est à 2-3 heures c'est pas les plus grosses montagnes de Norvège, mais de grosses montagnes quand même. On n'est pas loin de plein de choses super, donc c'était vraiment ce qui nous a plu, quoi. On va parler boulot. Euh, Ouais. Comment ça se passe lorsque vous arrivez, mais donc en l'occurrence donc là, lorsque tu arrives avec ton compagnon en Norvège et que tu décides de te lancer sur le marché du travail. C'est tu te dis, je reste intermittente, je deviens salarié, je deviens indépendante en créant ma structure,
Ouais. Est-ce que tu te poses ces questions une fois arrivé là-bas ou par contre, ou tu te les as aussi posées durant les 4 années de réflexion et de préparation? Non, non, ça faisait partie de la préparation justement, parce qu'on s'est dit: «Qu'est-ce que» voilà, si on part en Norvège, OK, c'est bien beau, mais c'est pas le pays des bisounours non plus, hein. C'est pas va falloir, bosser, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on est quand même dans un pays où, bah, on parle pas la langue, donc on parle pas le norvégien, encore. On a commencé un tout petit peu à apprendre quand on était à Paris, mais à Oslo, c'est plus facile si tu sais que tu ça dépend du milieu dans lequel tu bosses, mais si tu es ingénieur ou si tu bosses dans des boîtes pharmaceutiques et cetera, à Oslo, c'est possible, de bosser en anglais et de trouver du taf sans parler norvégien. Mais ça, c'est un truc que je raconte dans beaucoup d'épisodes de mon podcast, c'est que en dehors d'Oslo, ça marche pas, en fait. Si tu parles pas norvégien, moi, j'ai cherché du taf pendant 5 ans, j'ai pas trouvé. Mais du taf, quand je te dis du taf, c'est que j'ai cherché, j'ai essayé de faire des ménages, d'être serveuse dans des bars et tout, ça ne marche pas. Tout est lié à la langue. Donc ça, on le savait, on l'avait un petit peu anticipé, mais pas assez. On savait pas que ce serait aussi difficile. Mais du coup, effectivement, dans cette période de préparation, on s'était posé ces questions-là. Et donc l'idée, le projet en commun, c'était d'ouvrir une école de musique, avec mon copain. Parce que moi, je fais de la musique aussi, je fais de la batterie et je chante. Donc l'idée, c'était que je fasse de la musique aussi, que je donne des cours de chant. Et de me mettre à mon compte, donc, pour travailler en audiovisuel. Parce qu'en Norvège, il y a que 3 statuts possibles, enfin 4 statuts possibles. Donc soit on est salarié, mais ça je savais que ce serait pas possible au début, par rapport à la langue, donc j'avais oublié l'idée, directe. Je voulais me mettre à mon compte. Quand on veut se mettre à son compte, donc en Norvège, il y a que 2 statuts de société possibles. Il y a, freelance, donc c'est l'équivalent d'auto-entrepreneur en France, mais ici c'est un statut d'entreprise. C'est vraiment une entreprise juste dans laquelle on est tout seul, mais ça ne porte pas le terme freelance, c'est une société qu'on déclare avec des statuts, et cetera. Soit on a une SA, donc comme en France, ici c'est des AS, soit on est chômeur. Option qui a très vite été écartée, je pense. Ah bah oui, parce que de toute façon, quand tu arrives en Norvège, tu peux pas, tu peux t'inscrire, en tant que chercheur d'emploi, mais du coup, si tu viens d'arriver, que tu jamais bossé, tu auras pas d'aide. Tu seras juste inscrit, tu auras accès aux offres d'emploi, mais tu auras rien. Et ça, on le savait. Donc du coup, puis évidemment, c'était pas une option. Donc du coup, je me suis mise à mon compte, donc je suis freelance, ici. Et j'ai ma société, qui est un peu le même, fonctionnement en gestion, qu'une asso, hein. J'avais une asso en France pour, gérer mon projet musical et c'est le même fonctionnement en fait. Simplement je fais des factures, je suis payée et je ne peux pas avoir de salariés par contre, c'est une société dans laquelle je suis seule. Très bien. On Donc là, tu lances ton activité, tu la lances rapidement après ton arrivée? Ouais, on le Ou fait tout de suite parce qu'en fait en Norvège, c'est lié à l'intégration, heu juridique en fait, parce que en Norvège, on peut rester 3 mois, en tant que touriste et au-delà de ces 3 mois-là, si on veut rester, faut travailler et donc du coup, le seul moyen, c'est d'obtenir, un D-nummer, donc c'est un numéro d'identité norvégien, qui va permettre de faire toutes les démarches d'intégration, de trouver, un logement, d'ouvrir un compte en banque, de prendre un portable, et cetera. Et en fait, quand on est arrivés, à l'époque, du coup, il y a 7 ans, le dossier pour, faire la déclaration de cette société, pour, se mettre à son compte, n'existait qu'en norvégien. Il y avait pas de version en anglais encore à l'époque, je sais qu'il y en a une maintenant, mais à mon époque, même si c'était il y a pas si longtemps, il y en avait pas ça et limite les démarches quand même. et ouais, du coup, ça limite un peu les démarches, donc on a commencé à demander à des copains qui parlotaient un petit peu norvégien, mais qui maîtrisaient pas trop non plus le truc, donc on s'est dit: «C'est chaud quand même de lancer sa société sans être trop sûr du truc». Donc on s'est dit: «On va faire le truc bien, on va faire appel à un cabinet de compta, pour se faire aider quoi, pour remplir ce formulaire, là».
Et comme on savait que de toute façon, après, pour gérer ces sociétés-là, je dis ces sociétés parce que du coup, moi j'ai ouvert ma société pour l'audiovisuel et mon copain a ouvert sa société pour son école de musique, donc on avait le même statut qu'on voulait ouvrir. Donc on a fait appel à un comptable qui nous a aidés pour remplir ce dossier, enfin qui a rempli ce dossier à notre place. Et en fait, dans le remplissage de ce dossier, il y a une petite case à cocher si on est nouvel arrivant en Norvège et qu'on souhaite obtenir ce fameux numéro d'identité. Donc du coup, il a coché ça, il a envoyé les papiers et tout, et en fait, quand on arrive en Norvège et qu'on fait ces démarches-là, la plupart du temps, on reçoit un numéro temporaire, qui est valable 5 ans et qui est renouvelable par la suite. Heu, ou on reçoit un numéro permanent, mais ça dépend, des cas, enfin je sais pas trop. Nous, on a peut-être eu de la chance et peut-être que le fait que le dossier ait été rempli par un comptable a joué, mais en tout cas, on a reçu toutes nos infos avec ce numéro 10 jours après. Allez, peut-être 2 semaines après, mais je crois pas, hein, je crois que c'était moins de 2 semaines. Et on a eu la très bonne surprise de recevoir un numéro d'identité norvégien définitif. On n'est pas passé par un numéro temporaire. Donc ça, je pense que c'est un petit coup de chance, plus l'aide du cabinet de comptable. Mais du coup, on a reçu ce numéro d'identité qui a permis de faire tout le reste, quoi, les démarches, ouvrir un compte en banque, comme je disais tout à l'heure. Et puis tout est plutôt simple et va plutôt vite. Encore une fois, ça a changé parce que du coup, avec mon site Une blonde en Norvège, le but c'est d'aider justement tous les gens qui cherchent à venir s'installer ici, et maintenant c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup moins facile, donc voilà, on a eu la chance à l'époque que ça aille très vite. Est-ce qu'aujourd'hui donc là, on est d'accord, comment dire, de cette activité, tu en vis pleinement, c'est ton Ouais, ouais, activité principale. ouais, Aujourd'hui, quels sont les parce que du coup, j'ai été faire un tour sur ton site uneblondenorvège.com ouais. et j'adore le j'adore le nom du site. Non, non, mais ça, comment dire, C'est ça marque drôle. les esprits. Ouais, non, mais c'est Oui, vrai, ça marque les c'était esprits. c'était le but, hein. Non, non, mais sachant que ça désacralise, parce qu'en fait, il y a énormément de conseils. Je pense qu'il y a plus de conseils que sur le site d'un cabinet de conseil en relocalisation. C'est possible. Mais vraiment, ouais, non, non, c'est pour en avoir vu certains dans différentes langues et dans différents pays. Ouais, non, il y a beaucoup d'infos. Euh, et du coup, est-ce que tu es contacté par des Français qui souhaitent créer leur société ou qui souhaitent s'expatrier ou qui souhaitent créer une société, une activité en Norvège? Oui, et de plus en plus, donc c'est chouette parce que ça veut dire que le site fonctionne bien, puisque juste vite fait pour revenir sur l'histoire, du site, comme tu disais, le nom est drôle et ça fait rire et ça accroche les esprits, et évidemment c'était le but. C'est qu'au tout début j'ai eu l'idée de commencer à partager un petit peu des photos et cetera, donc je voulais faire juste un blog, vraiment un peu en mode, suivez mon voyage, quoi. Et hem et en fait, à chaque fois que je rentrais en France, mes anciens collègues ou mes amis ou la famille, quand ils voyaient les photos, donc je te disais, je suis à côté d'une super belle plage, moi je suis dans le sud de la Norvège, donc il fait plutôt doux, on a un climat vraiment doux avec des étés, chauds, donc je mettais des photos de gens en maillot de bain à la plage et cetera, et mes potes, ils me disaient: «Mais attends, je comprends pas, tu es pas en Norvège? Tu es où en fait? C'est quoi Le soleil existe en Norvège. Ouais, ouais, non, mais et du coup, je leur disais: «Mais oui, pourquoi?» Et je me suis rendu compte que je le savais, hein, mais je savais pas que c'était aussi ancré, qu'il y avait mais tellement de clichés sur la Norvège, mais faux. Mais j'avais des collègues qui me disaient: «Mais ah oui, mais genre, tu de il fait jour, il y a de la lumière, il y a pas de la il y a des ours dans la rue, et tu manges du saumon tous les jours», et mais c'est quoi ces idées-là? Et la C'est quoi fameuse question, est-ce que ces vraiment idées il fait reçues, 6 quoi? mois de jour et 6 mois de Mais nuit? c'est ça. Alors, ce qui est le cas au nord de la Norvège, et cetera, mais moi, par rapport là où j'étais, c'est tellement une vie qui est enfin, qui est presque la même que celle que j'avais, quand j'étais jeune, dans le nord-est de la France, que du coup, je disais: «Mais c'est pas possible, il faut que j'explique aux gens comment c'est parce qu'ils se rendent pas compte», et moi-même, hein, avant de faire mes premiers voyages en Norvège, tout ça, je le savais pas évidemment.
Donc voilà, du coup l'idée est née comme ça, puis bah, au bout d'un moment je me suis dit: «Comment je vais appeler ce blog, ce site, comment je l'appelle quoi?» Et comme l'idée c'était de combattre un peu les clichés et de répondre aux questions, j'ai cherché un peu des trucs avec les saumons, les vikings, et puis c'est parti, je sais plus, d'un délire avec une copine sur les blondes, je disais: «Bah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blonds et de blondes en Norvège, donc moi j'en suis une, donc je suis une des blondes, Une de plus. une de plus, une des blondes en Norvège», et puis bah, je trouvais ça rigolo et je suis partie là-dessus et et voilà. Et donc après le site s'est un petit peu étoffé, et donc comme mon métier, c'est la vidéo, je suis monteuse vidéo de formation et JRI aussi maintenant et caméraman ici. Je faisais des reportages, que je mettais en ligne sur le site, et j'ai étoffé le site, comme ça avec, plein de reportages, avec, des articles, des photos, et puis maintenant avec le podcast. Et donc comme tu le disais, effectivement, je suis, de plus en plus contactée par des gens qui me demandent, des conseils, donc ce qui est top, à la base. Sauf que, bah, en fait, je suis tellement contactée que je ne peux pas répondre à tout le monde parce que, évidemment, les gens, quand ils m'écrivent, ils m'expliquent leur profil, ce qui est normal. Leur parcours, où ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils veulent faire, leur famille, machin, donc ils me racontent un peu leur vie. Et en me demandant des conseils super, personnalisés, du coup hyper, ciblés, sauf que, je sais pas moi, pour répondre à un mail comme ça et leur envoyer des liens avec des trucs et tout, enfin il me faut plusieurs, heures. Il y a des gens qui m'envoient des mails aussi, pour me demander s'ils peuvent pas m'appeler, passer quelques heures au téléphone pour que je les conseille. Donc je suis pas contre l'idée, sauf que je peux pas faire ça sur mon temps libre, parce que moi, du coup, ce que je fais sur ce site, le podcast, les articles et cetera, je suis pas payée, quoi. Je gagne pas, ma vie avec ce site. Donc du coup, je peux évidemment pas faire ça sur mon temps libre. Et simplement, là, je recevais vraiment tellement de questions, alors que ce soit sur le tourisme, hein, parce que je bosse aussi dans le tourisme, ou sur l'entrepreneuriat pour aider les gens qui veulent venir s'installer. Ça faisait longtemps que je cherchais, comment faire pour pouvoir répondre à toutes, ces personnes, parce qu'évidemment, ça me fait pas plaisir de leur répondre que je ne peux pas leur répondre. Donc j'ai mis en place depuis, peu de temps, un service, de consulting, du coup, que je facture. Évidemment. Alors à la demande, hein, il y a un devis, on estime, évidemment le temps, que ça va prendre et cetera. Mais du coup, toutes ces réponses en mail, ces envois de liens, ces envois d'infos, ce temps passé au téléphone, eh bien c'est un service, que je facture. Les services que tu factures, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type de service? C'est simplement du conseil, de l'accompagnement ou de l'accompagnement, par exemple, jusqu'à la création de la boîte, l'installation, récupérer les gens à leur arrivée à l'aéroport ou Non, je vais pas jusque-là parce que ça, c'est plutôt, ce que je fais dans le tourisme, du coup. Mais en entrepreneuriat, c'est plutôt, ouais, du conseil, parce que les gens, des fois, me disent: «Je suis curieuse de savoir comment tu as fait, toi». Tu vois, par exemple, là, tout ce que je te raconte dans le podcast, comment tu as fait? Quel est ton parcours? Quelles ont été les difficultés et tout? Je sais pas, ça prend peut-être, 1 heure de raconter ça, donc encore une fois, je peux pas le faire, sur mon temps libre et gratuitement. Donc ça peut être ça, ça peut être, effectivement de définir le profil des personnes en fonction de leur famille, de leur timing. Est-ce qu'ils veulent venir s'installer dans 2 mois ou dans 2 ans? Évidemment, du coup, ça va pas être, le même timing, à gérer. Je les mets en relation avec, des personnes, qualifiées pour, certaines étapes. S'ils ont besoin d'un comptable, mais qu'ils ne parlent ni norvégien, ni anglais, et qu'ils ont besoin absolument de quelqu'un de français. S'ils ont besoin d'aide pour, gérer du patrimoine et cetera. Donc j'ai des contacts que je leur, donne. Et puis voilà, puis du conseil en général, sur, plein de choses, auxquelles ils vont être confrontés quand ils vont travailler comme freelance, en Norvège, parce que peut-être c'est la première fois qu'ils vont être freelance tout court. Donc moi, c'est vrai que j'ai
toujours été freelance. J'étais intermittente en France, donc c'est un statut un peu différent, mais ça reste du freelance, quoi, hein, j'étais pas salariée. Donc ça fait 18 ans que je suis freelance, en fait. Donc si quelqu'un est salarié et décide de se lancer dans le freelance et que ça lui fait peur, c'est toujours assez agréable et rassurant d'avoir les conseils de quelqu'un qui le fait depuis longtemps, même si je suis pas du tout... je m'estime ni experte, ni super méga qualifiée pour tout, c'est juste que je peux donner des conseils. Et généralement, généralement, pour avoir vécu à l'étranger, pour toujours avoir un pied à l'étranger, un pied en France, c'est ces quelques petits conseils qui parfois peuvent paraître anodins, qui peuvent carrément sauver ton Tout expatriation. changer, exactement, tout à Mais fait. vraiment, Ouais, moi j'échange, c'est voilà, maintenant exactement ça. ça va faire 1 an que j'échange avec des Français qui ont vécu dans différents pays, où c'est très compliqué lorsque certains t'expliquent que, en fait, sur une erreur de date, et quand t'arrives à l'aéroport, le douanier il te dit non, moi je vous remets dans le prochain avion, vous repartez. Ouais, Alors que ta boîte est dans le pays, que toi t'es installé, que ouais, tu as ton compagnon, tes enfants sur place. ouais. Voilà. Et c'est de Et la négo, ça ouais, devient, ça c'est... devient de la, ça devient de la communication de crise, hein. Et, Ouais, on t'explique, ça devient de la négociation avec un douanier. ouais, Voilà, mais parce ils ont mal été conseillés. ouais. Euh, Non, mais c'est vrai que c'est hyper important. Et comme tu le dis, c'est vrai que c'est des fois des petits détails qui changent tout et qui vont faire que l'intégration va très bien se passer au final. ou pas. Ou pas. C'est vrai. Ou pas. Parce Ou que pas. donc on est, je touche du bois, j'ai toujours été précautionneux là-dessus, donc je me suis jamais retrouvé dans cette situation, mais c'est vrai que ça peut Ouais. être extrêmement stressant. Ouais, après, en général, d'expérience, de ce que j'entends autour de moi, les gens pour qui ça marche pas en Norvège, il y a 2 profils. Soit c'est parce qu'effectivement, ils ont du mal à lancer, leur entreprise, à avoir des clients et cetera, et que comme la vie coûte très cher en Norvège, ben, si on n'a pas d'économie ou qu'on fait pas autre chose, bah, c'est compliqué, on tient pas longtemps, en fait. Soit c'est pour le côté, social et culturel, parce que la Norvège, c'est un pays qui est différent pour plein de choses et qui moi, me convient très bien, même s'il y a des choses, avec 2-3 choses, dans le pays avec lesquelles je suis moins d'accord et que j'aime moins. Mais en règle générale, moi, c'est un pays dans lequel je me sens très bien, où je me suis très vite intégrée socialement, j'ai plein d'amis, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Je pense aussi que c'est dû au fait que je n'habite pas à Oslo, parce qu'à Oslo, comme dans toutes les capitales, hein, c'est pas une critique par rapport à ni la Norvège ni Oslo, mais les gens ne sont pas les mêmes, ne se comportent pas pareil. En plus, moi, j'ai la chance de travailler dans un milieu artistique, que ce soit en vidéo, en photo, en son, dans le tourisme, en musique, et je pense que c'est pas les mêmes gens aussi. On rencontre pas les mêmes gens que quelqu'un qui est ingénieur et qui fait du bureau, ça c'est sûr. Et en Norvège, ça joue beaucoup parce que les codes sociaux et les codes d'intégration en Norvège ne sont pas les mêmes qu'en France, et certains le vivent pas bien. Du coup, parlons de ces codes et la différence culturelle qui peut heurter, qui peut frapper quelqu'un. Qu'est-ce qui t'a choqué, toi, en arrivant au départ? Qu'est-ce qui m'a choquée? Ouais. Hem, En bien ou en mal? En positif Ah, parce les que deux. Ah non, les bah, deux, les deux, les deux. pas tant de trucs que ça en négatif, en fait, parce que justement, nous, on était tellement préparés, si tu veux, on connaissait bien le pays, et bien les gens, on avait déjà des amis norvégiens avant de venir s'installer, un petit peu, que du coup, on n'a pas eu, ce choc, des cultures, quoi. On était prêts, on savait à quoi s'attendre, en fait. Donc c'est aussi un des conseils que je donne, c'est que je suis choquée, quelquefois, de lire des messages, soit de gens qui m'écrivent à moi, soit de commentaires que je lis sur internet, de gens qui me disent, «Je vais venir m'installer en Norvège, j'adore ce pays». OK. Tu déjà venu, en vacances ou? Bah non, jamais. OK. Et tu veux venir vivre ici? Ouais, Non, non, mais ça, c'est bah, les vieux fantasmes où, comment dire, tu la vois? personne, Non, elle ouais, a vu non, un ouais, mais fjord, elle il a y vu en a un beaucoup. fjord à la télé, ça l'a mis dans tous Non, ses mais c'est états, et ça, du c'est coup, des gens qui disent: «Ah moi je veux vivre avec des chiens de de traîneau et la voir des neige. aurores boréales,
voilà, et vivre dans un chalet. Ouais, super, bah, tu vas tenir 2 Ouais, semaines, pour quoi. avoir visité Oslo, j'en ai rarement vu quand même. Ouais. Enfin bon, ça fait partie des clichés, mais du coup, non, nous, on n'a pas eu de choc, genre: «Oh là là, ça c'est horrible», on savait, on avait déjà fait, de l'hiver, l'été, au nord, au sud, on avait quand même bien tout analysé. Donc on a vraiment eu de la chance on a rencontré des gens, des amis, tout de suite, j'ai plutôt été toujours, surprise dans le bon sens. Une petite anecdote que je raconte souvent et qui me tient très à cœur et qui me touche un peu et m'émeut à chaque fois que je la raconte. C'est que, bah, justement dans mon entrepreneuriat, bah, au début c'était difficile parce que notamment à cause de la langue, parce qu'on dit toujours, «Oui, tu peux faire en anglais, tu peux faire en anglais». Certes, tu peux faire quelques trucs, mais au final ça restera toujours, surtout quand tu es à la campagne et que c'est des petits lieux et que tout se sait très vite, les gens savent que tu es l'étrangère qui ne parle pas norvégien. Donc du coup, tu as moins de clients et cetera. C'était, un petit peu, compliqué. J'avais quelques trucs, hein, j'avais quelques contrats et tout, mais pas assez. Et du coup, au début de notre séjour ici, j'ai fait pas mal d'allers-retours en France. En fait, j'ai rappelé mes anciens collègues d'M6, au secours. Et j'ai appelé, mes anciens chefs avec qui je m'entends très bien et j'ai dit: «Donne-moi une pige. Donne-moi une pige, il faut que je travaille». Donc ils m'ont dit: «Ouais, bah, pas de souci, reviens, on va te filer du boulot et tout». Donc j'ai fait un petit peu des allers-retours, et jusqu'à un moment, bah, où c'était vraiment compliqué, hein, ça se développait pas trop en Norvège, on avait du mal à développer nos deux business. Et puis, bah, du coup, c'était vraiment de plus en plus tendu et une des périodes où je suis rentrée à Paris, je me rappelle très bien, je je me rappelle des petites larmes qui ont coulé. Mais c'était ma pause, à M6 au JT et je discutais, sur, Messenger avec mes copains norvégiens et bah, ils me disaient: «Alors, tu rentres quand? Ça va à Paris? C'est cool et tout?» «Ouais, bah, ouais, ouais». Je disais: «Ouais, mais bah, je sais pas si je vais rentrer, en fait». Et si je rentre, c'est peut-être pour déménager et pour rentrer en France. Du coup, ils m'ont dit ils étaient choqués, ils m'ont dit: «Mais non, mais de quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Donc je leur explique que, bah, que c'est compliqué quoi, que j'ai pas assez de taf et qu'on gagne pas assez d'argent et qu'on a cramé toutes nos économies et que c'est chaud. Donc je dis: «Voilà, après moi j'ai la chance, d'avoir, de kiffer mon ancien taf et d'avoir été toujours en bons termes avec eux et là on me propose du taf, j'en ai donc bah, je pense que je vais être un peu obligée de rentrer en fait». J'ai à moitié commencé à rechercher un appart à Paris et tout. Donc c'était très compliqué pour moi parce que la Norvège, c'est un pays qui nous tenait très à cœur. Enfin, moi, je me sentais vraiment chez moi en Norvège, quoi. Du coup, c'était dur, c'était vraiment très dur. Et là, un ami norvégien, pour qui je travaillais, qui est un artiste, en fait, qui est un musicien, qui a une petite, prod pour gérer ses albums, ses concerts et cetera, pour qui je faisais des clips, des photos de temps en temps, me dit: «Mais non, c'est pas possible, on vous adore trop tous les 2, vous êtes hyper intégrés dans l'espace culturel et tout, on a besoin de vous, c'est enfin, faut non, c'est qu'est-ce que je peux faire quoi pour vous aider?» Du coup, je savais pas trop quoi lui répondre, je lui ai dit: «Mais écoute, enfin, c'est très gentil ce que tu me dis, ça me touche beaucoup, mais bah, j'ai besoin de travailler en fait, c'est pas plus compliqué que ça, donc si tu connais des gens qui bossent en prod et qui ont du taf, bah, je prends, mais enfin voilà, j'ai besoin de travailler, c'est pas plus compliqué que ça». Et direct, il me dit: «Bah, je t'embauche». Je lui dis: D'accord. «Mais tu m'embauches, de quoi? Enfin, pour faire quoi?» Parce que je comprenais pas, j'avais fait 4 photos, enfin, tu vois? Je savais même pas qu'il avait une prod, en fait, je pensais que c'était juste un artiste. Du coup, j'ai dit: «Mais tu m'embauches, de quoi? Comment et avec qui? Pour faire quoi?» Bah, il me dit: «Voilà, moi j'ai une prod, j'ai un petit peu de budget, je suis en train de développer tous mes projets, donc j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour la com, pour mon site internet, pour les photos, pour les vidéos, pour, tout, en fait». Et c'est pour le coup exactement mon domaine, c'est tout ce que je savais faire donc il me dit: «Au lieu que je te fasse des contrats de temps en temps et puis, que tu me payes et qu'on travaille comme ça en freelance, bah», il me dit: «Je t'embauche, je te propose un mi-temps, sous contrat». Ah! Et du coup, je ne savais pas quoi dire.
Donc bah, j'ai dit: «Oui, merci, c'est Et là, gentil». ça faisait combien de temps que tu étais en Norvège? Là, ça faisait 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi, je crois. Ouais, donc ouais, ça a quand même mis ouais, ça a mis un certain temps avant que ça démarre, Bah, ouais, parce que c'est super long, quoi. C'est des métiers de contact, c'est des métiers de relations, donc ça se fait pas dans un pays étranger dans lequel tu parles pas la langue, quoi. Donc c'est chaud. Donc on a eu ce plan-là, donc j'ai dit: «Oui, OK, super», donc bah, du coup, rechangement de situation dans ma tête, je me dis: «OK, je rentre en Norvège et on se bat et on fait tout pour rester et tout». Donc j'en ai profité pour faire une formation, pédagogique pour devenir prof de chant, parce qu'avant je chantais, mais moi, en tant qu'artiste, je n'enseignais pas. Donc j'en ai profité là-bas pour, faire une, formation. D'ailleurs, je remercie, mon super coach, Marc Marion, qui m'a beaucoup appris, qui était mon prof de chant, mais du coup qui m'a aussi formée sur le côté, pédagogie. Et donc bah, quand je suis rentrée en Norvège, j'avais un petit peu toutes ces clés en main pour peaufiner tout ça. Donc j'ai commencé ce boulot à mi-temps avec, cet artiste, Knut Ropestad, que je remercie, très, 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 très fort encore, et avec lequel je travaille toujours, hein, d'ailleurs de nouveau en contrat, hein, je suis plus salariée. Il m'a gardée 1 an et demi, presque 2 ans, je crois, en salarié à mi-temps, ouais, et c'est ça t'a vraiment permis de c'est consolider ton clairement envie ce de qui a rester sauvé en notre Norvège. projet. Ouais, carrément, c'est ce qui a sauvé le projet, et du coup, moi, comme je suis revenue motivée à fond, j'ai développé tout le reste aussi autour, et puis ça a marché, et puis, bah, comme c'était un petit peu près, enfin, un peu le moment où tout se développait aussi, mon copain, il a trouvé d'autres plans boulot aussi, il a eu plus de taf, et puis ça s'est développé, et puis du coup, c'est 1 an après, c'était cool, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu envisages de quitter la Norvège? Ah non, absolument pas, pas du tout. Je ne dis pas jamais, hein, je ne sais pas ce qui Ouais, peut ouais. arriver, on peut peut-être être amené à rentrer pour des raisons familiales ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, en souhait, heu, moi j'ai jamais été aussi heureuse, que depuis que je suis en Norvège. C'est assez, parce que c'est une question que je pose à tous mes invités. Heu, les gens qui décident de partir au bout d'un certain temps, c'est hyper compliqué d'envisager le retour. De rentrer, ouais, ouais. Ouais, c'est hyper compliqué. C'est pour ça, bah, comme je te disais, avant le lancement de l'enregistrement, c'est, là mes 2 premiers invités pour la sais pour l'ouverture de la saison, ça a été sur l'impatriation. Mmh mh. C'est un peu comprendre l'état d'esprit dans lequel tu pars et Ouais, surtout l'état d'esprit dans lequel tu reviens. ouais. Et Romain, que je salue, lui, il est parti 1 semaine à Barcelone, il est resté 5 ans, et quand il est revenu en France, c'était pour fermer sa société, ne pas savoir ce qu'il allait faire le lendemain. Ouais, Ah, il m'a dit: «C'est très perturbant, c'est déstabilisant, quoi». je me doute. Voilà, donc en fait, tu sais, il y a des états d'esprit où en fait, où on n'est pas prêt. On sait que tôt ou tard, on va peut-être pouvoir revenir comment dire? Sur du court terme ou sur du long terme, Ouais. mais tu te rends compte que psychologiquement, on n'est pas prêt. Oui, puis c'est un tout, c'est aussi, je veux pas rentrer dans ces détails-là parce que moi la politique et tout, ça m'intéresse absolument pas, mais c'est vrai que c'est quand même le bordel en France. Disons ce qui est, c'est quand même un peu le bordel, quoi. Tu Donc sais, j'ai fait des études en com et comment dire? Je suis passionné par la question de journalisme, de politique, comment dire? De géopolitique, de stratégie ou autre, et je me rends compte que lorsque je suis à l'étranger, j'ai une capacité à me couper et des ouais, médias, ben, on se coupe vite, hein. mais c'est-à-dire que C'est facile de couper, hein. je peux partir 3 jours, hein. Mais au bout de 72 heures, je reviens, c'est l'apocalypse, je suis pas au courant. Beh, ouais. Et c'est là, t'as toujours quelqu'un qui me dit: «Est-ce que t'as vu ça, 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 ça?» Et je me suis rendu compte que 3 ans, j'ai vécu à temps plein 3 ans de 2017 à 2020 au Portugal. Là, je fais les allers-retours depuis donc l'année dernière avec le Covid et tout ce qui s'est, Mmh. comment dire? Cette joyeuse pagaille dans laquelle on est. Ouais. Heu, je pense que peut-être en 3 ans, j'ai dû regarder peut-être 1 fois par semaine, TV5 Monde, histoire de voir un Ouais. peu ce qui se passait. C'est histoire Ouais, de ouais, en c'est plus plus moi du voyeurisme c'était qu'autre chose. ouais, en plus pour moi c'était compliqué parce que, beh, je travaillais aux infos quand même.
J'ai quand même travaillé 10 ans au JT, donc C'est c'était hyper compliqué de me compliqué, couper des infos parce que j'étais quand même 8 heures par jour dedans. Et j'aimais ça, et j'aime toujours ça d'ailleurs. Je travaille en news, en Norvège aussi, ici, en télé. Donc d'ailleurs voilà, comment dire, tu d'ailleurs d'ailleurs c'est t'es dans mon t'es dans la situation, ouais, comment dire, c'est un toxico, c'est un bah ouais, toxico devant de la drogue, c'est hein. impossible de couper. Après, moi, je l'ai fait aussi par choix. J'aimais justement, tu me disais: «Est-ce que tu penses rentrer en France?» Non, parce qu'on est super heureux ici, mais pour le coup, ce que je faisais en France, mon métier et tout ça, je l'adorais, et si je devais rentrer et le refaire, ce serait le côté positif du truc, parce que j'adore mon taf, et si je devais retourner bosser à M6, je serais ravie, quoi. J'adorerais. Mais j'y pense d'ailleurs des fois, je pense à mes collègues et tout, je dis: «Oh, c'était cool quand même». Ça me manque un petit peu des fois. Évidemment, je kiffe beaucoup plus ma vie de tous les jours ici en Norvège, mais en tout cas, tu vois, il y a pas ce côté genre, je suis partie, ras-le-bol du taf, quoi. Pas du tout. Donc et d'ailleurs, je travaille en news ici, aux infos pour la télé norvégienne, donc le côté news, info, que ce soit pour le côté, info de base ou pour le côté culturel et tout, moi j'adore, donc évidemment c'est compliqué pour moi de me, de me couper, mais par contre maintenant que je suis ici, je suis coupée des infos françaises, quoi. Je suis un petit peu de temps en temps évidemment, mais en plus on n'a pas la télé ici, enfin on a une télé mais on regarde la télé norvégienne en ligne, où on a genre Netflix, mais on n'a pas la télé, on n'a pas les chaînes de télé internationales ou norvégiennes classiques, on les a que sur la tablette. Donc, bah, du coup, je ne suis pas trop l'actualité française. Et puis, suivre l'actualité française quand on est à l'étranger, c'est fatigant, quoi. C'est épuisant parce que tu te Il se retrouves à passe trop de t'énerver pour trucs, rien. quoi. Ben non, mais puis il se passe trop de trucs, et puis on se dit: «Mais je m'en fous, en fait». Enfin, non, mais c'est bizarre parce que c'est pas que je m'en fous, mais un peu, enfin, j'y vis plus, tu vois? Donc je veux suivre parce que, bah, évidemment, je suis française, je le renie pas du tout. Mais c'est un pays dans lequel je ne vis plus. Donc si tu veux, je m'en fous de qui est au gouvernement, enfin, tu vois? Ça Ouais, m'intéresse pas. ça t'impacte pas dans ton Ça ne quotidien, donc m'impacte absolument pas. Je paye plus mes impôts en France, je n'ai autant j'ai éviter un stress supplémentaire, quoi. mais ouais, puis en plus, ça m'intéresse pas, en fait. Donc je regarde de temps en temps. Là, avec le virus, évidemment, bah, on a suivi, et puis de toute façon, tout le monde parlait que de ça, donc entre la famille et les amis, ça tournait un peu en boucle, donc on avait les infos de toute façon par défaut, mais oui, je suis coupée des infos françaises et c'est pas plus mal. Non, mais c'est quand même, non, c'est assez, en fait, on peut se couper assez vite. On peut se couper Ouais, assez vite, et c'est tout ça à fait. qui est, et c'est ça qui, comment dire, qui est aussi hyper intéressant, parce que même quand tu reviens en France et que tu regardes un JT, moi, il m'arrive de regarder un JT, mais tu sais, je prends ça, pour moi, c'est de l'info, c'est factuel, quoi. Ouais. Si je coupe, et voilà, tu sais, il y a zéro émotion, quoi. Tu sais, t'es là, tu sais, Ouais, tu et puis prends de c'est surtout l'info, que tu te poses la tu question: coupes et «Qu'est-ce que tu tu as passes à appris, autre en chose. fait?» Bah, rien. Bah, rien. Ça te sert à quelque chose dans ta vie de tous les jours de regarder ce que tu viens de regarder là? Bah non, C'est, comment, je sais plus, c'est quel humoriste français, c'est il m'avait, inutile en fait. comment dire, il m'avait tué de rire. Il faut qu'il y ait du pathos dans un JT, il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait machin. T'imagines, hein, un soir, Claire Chazal à 20h, qui te dit, bah, madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, il se passe rien. Mais non, mais tu sais, c'est drôle parce que en Norvège, là où je travaille, du coup, je travaille pour, la télé publique, donc genre l'équivalent de France 3, tu vois, régional, avec les bureaux régionaux. Donc moi, je travaille pour le petit bureau, de ma région, de Vestfold et Telemark, qui est quand même enfin, c'est 2 grosses régions ensemble. Mais il se passe pas grand-chose, en fait. Et il y a des fois, on regarde le journal, du coup, local, quand je bosse dessus ou pas forcément, mais et du coup, je dis: «Putain, mais ouais, ils ont rien à dire, quoi. Il se passe rien, en fait». Non, non, c'est pour ça, non, tu sais, il faut mettre des naissances de dauphins, de pandas, histoire de dire. C'est ça. Voilà. On arrive vers la fin du podcast. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite s'expatrier, alors en Norvège, ça serait génial. Mmh. Mais sinon, sur la, comment dire, c'est sur la
la motivation, l'envie, c'est si quelqu'un a envie de s'expatrier, quel conseil tu lui donnerais? Quel conseil? Bien, déjà, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt une constatation. C'est vrai que quand on est en couple ou en famille, c'est plus facile. C'est plus facile parce que, bah, quand on s'installe à l'étranger, il y a toujours forcément des moments où c'est plus difficile que d'autres et bah, c'est vrai que quand on est seul, c'est pas facile. C'est pas facile, même si on est bien intégré socialement et qu'on a des nouveaux amis, c'est des nouveaux amis, on n'a pas notre cercle habituel, on est loin de sa famille, on est loin de tout, donc c'est vrai que nous, bah, on a eu des moments, notamment ce moment où je suis rentrée en France et où c'était compliqué, bah, du coup, on se soutenait quand même vachement avec mon copain, on en parlait et tout, si j'avais été toute seule, je pense que je serais rentrée, hein. Je pense que je serais rentrée en France, j'aurais peut-être pas insisté. Autant pour, rester en Norvège donc le conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer de s'entourer pour les gens qui sont seuls, d'essayer de le plus possible de préparer le projet un petit peu comme nous on l'a fait et d'essayer de bien analyser, tout ça parce que ça peut vachement jouer dans des pays, bon, évidemment, en Norvège, c'est un tu le disais tout à l'heure au début du podcast et c'est un peu vrai, genre il y a Oslo, puis il y a le reste du pays, quoi, où il y a des forêts, des fjords et des glaciers et des montagnes, mais c'est un peu ça, en vrai. Donc c'est vrai que nous, par passion, par exemple, pour la nature, moi, si je travaillais pas en audiovisuel, j'aurais kiffé, tu vois, d'aller m'installer, dans le centre de la Norvège, dans un village, avec des moutons, tu vois? J'aurais adoré. Mais je peux pas, par rapport à mon métier. Si j'avais fait ça, il aurait fallu que je fasse autre chose, que je devienne, fermière ou que je fasse du fromage de chèvre ou j'en sais rien. Mais, il faut aussi adapter, le lieu où on va aller à ses envies, à ses projets. Évidemment, ça peut paraître, hyper logique, mais, en tout cas, nous, c'est à ça qu'on a utilisé, les 4 ans de préparation. Surtout, c'était de savoir où est-ce qu'on va aller et est-ce qu'il y a un potentiel. On a fait une étude de marché, on s'est fait passer pour des faux clients, on a cherché où est-ce qu'on peut donner des cours de musique et cetera. On n'est pas juste venu pour aller, voir les paysages. On a vraiment étudié le truc. Donc parce que quand on arrive en Norvège, si on a la chance de trouver un boulot à distance, ce qui est possible, hein. Il y a des gens qui trouvent un travail, à distance, qui font des entretiens par Skype et qui viennent avec déjà un contrat de travail. Là, tout est plus simple parce que tu as un contrat de travail, donc tout est lié et tout va plus vite et tout est plus simple. Puis tu as ta paye tout de suite et tout, il y a pas de souci. Quand tu es entrepreneur et que tu vas te mettre à ton compte dans un pays étranger qui fait pas partie de l'Union européenne, dans lequel tu parles pas la langue, c'est pas la même. C'est pas la même histoire, donc du coup tout ça, ça se prépare. Il y a des gens qui arrivent pas à obtenir ce numéro, d'identité norvégien et cetera. Donc il y a qu'en préparant en fait, hein, en allant sur place et en prenant des conseils, justement, comme sur mon site, en lisant plein d'articles, en me contactant C'est ce que j'allais dire, ou sinon en pour allant avoir sur des place ou sur uneblonde-en-norvège.com. exactement. Mais non, mais c'est vrai, c'est vraiment c'est comme ça que j'explique, la raison pour laquelle j'ai lancé ce service de consulting. C'est que moi, à l'époque, donc en 2010, quand j'ai commencé à préparer ce projet et à chercher les infos sur internet, ben, il y avait pas grand-chose. Il y avait pas grand-chose, il y avait pas de site, où j'ai trouvé les infos, il y avait que l'ambassade et l'institut français que j'ai appelé, qui m'ont envoyé chier, qui m'ont dit: «Bah, ouais, votre projet il est intéressant, mais bah, nous on peut pas vous aider en fait. Ça ne nous Enfin, intéresse pas. bah non, bah, allez vous mettre à votre compte, vous tentez» enfin, ils m'ont absolument rien apporté. Donc bah, du coup, c'était long de chercher toutes les infos. J'ai cherché à entrer en contact avec des Français qui vivaient ici et cetera, mais c'était long. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place, tous ces conseils et tous ces articles et tous ces épisodes de podcast gratuits. J'ai plus de 45 heures d'écoute maintenant, de podcasts audio dans lesquels je donne des conseils sur la vie en Norvège en général, ce qui est lié à l'entrepreneuriat, hein, parce que la vie sociale et tout le reste, c'est lié, hein. Si ça marche pas, dans la vie, votre business, il marchera pas non plus et inversement. Donc du coup,
voilà, j'ai vraiment commencé ce site pour donner des conseils aux gens et ce que j'explique, c'est que moi, j'aurais rêvé qu'il y ait un site comme le mien à l'époque où je me suis installée, quoi. Je l'aurais dévoré parce que c'est tous les conseils que je donne, c'est les conseils que moi, j'aurais aimé qu'on me donne. Donc du coup, j'écris les C'est articles vraiment dans ce sens-là, quoi. Genre si j'avais eu toutes ces infos-là, mais ça serait allé plus vite. c'est assez marrant ce que tu dis. Je m'y retrouve pour avoir pas mal vécu à l'étranger et pas mal voyagé, notamment au Portugal. Ils ont un statut fiscal. Il y a un statut fiscal au Portugal qui est en fait un abattement fiscal si tu es retraité de l'Union européenne et que tu t'installes au Portugal. Tu as un abattement fiscal qui est relativement intéressant, voire OK. même très intéressant, et même pour les actifs. Donc au Portugal ou même de l'étranger, on voit ça comme étant une planque à retraiter, Ouais. alors que non, il est moins intéressant certes, mais il est même applicable aux actifs. Mmh. Et j'ai juste monté le site rnh-portugal.pt. Et la question, c'est je me dis, mais à quel moment le nombre de cabinets d'avocats, d'experts comptables que tu as sur place, qui font uniquement, certains c'est leur fonds de commerce, hein, le statut RNH. À aucun moment ils ont mis en place un site qui fait juste de la génération de leads. Ouais. Voilà. Et sur le site, il y a, comment dire, je passe pas des heures dessus par semaine. Hein. Tu mets juste un article. Il y a un nouvel alinéa dans un texte dans le texte d'une loi. Tu le prends, t'en parles. Mmh. Et tu te rends compte que tu réponds à des problématiques que les gens qui sont à quelques milliers de kilomètres, en fait, comment dire, Ne trouve pas, quoi. ne trouvent pas, n'y ont pas Ouais. accès. Mais c'est ça, en fait, c'est le piège aussi. C'est ce que j'explique dans la petite vidéo que j'ai faite là, la semaine dernière pour justement pour expliquer aux gens pourquoi je fais ça. C'est que ce que je donne comme conseil et ce que j'explique, dans mes e-books aussi que je vends pour le tourisme, mais c'est le même fonctionnement, c'est que je n'invente rien, il y a rien, j'ai pas découvert, des trucs, de ouf que personne connaît. C'est juste que je regroupe les infos dans un même lieu qui fait en sorte que tout va plus vite. Et c'est ce service-là que je vends, en fait. C'est juste que toutes les infos, les gens, ils peuvent les trouver sur internet, Tu mais les peut-être centralises. voilà, mais peut-être ça va être, en anglais, peut-être ça va être juste, quelques infos sur ce site-là, quelques infos sur ce site-là, quelques infos sur ce site-là, puis peut-être ça va pas tout à fait correspondre à votre profil, à votre famille, à votre budget, à votre temps, au lieu où vous voulez aller. Donc du coup, tout ça, eh ben, ça prend du temps. Donc peut-être, vous allez mettre 1 an à préparer votre projet et à trouver toutes les infos. Peut-être que si vous passez par moi, eh ben, ça va vous prendre, 3 semaines. Et on répète, donc du coup, c'est uneblonde-en-norvège.com. Exactement. Il y a tout voilà, il y a le site internet, il y a Facebook, Instagram, la J'ai chaîne YouTube avec les reportages et le podcast. j'ai été sur le site, c'est vrai qu'on y retrouve donc le podcast, l'e-book, la Ouais, partie consulting, des interviews, des articles, des vidéos, en fait, toute une liste d'activités à faire, ouais, et on en apprend encore davantage sur toi. c'est vrai. Non mais voilà, sur toi, sur ton parcours, Sur les autres choses que je fais aussi dans le ouais, non, tourisme et non. cetera, Oh ouais. non, il y en a tellement. Puis après, comment dire, je Il y en a conseille beaucoup, aussi aux c'est vrai. gens, non, je conseille aussi aux gens d'aller visionner les vidéos que je trouve très très belles. Bah, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Du coup, bah, je te remercie pour ton temps. Bah, merci à toi pour, l'invitation, c'était un Je t'en plaisir. prie. Et comment dire, ouais, il faut tenir à remercier aussi bah, le fameux Ocha Club qui est C'est vrai. ouais, que je découvre et du coup on s'est rencontrés Oui, tout à sur fait, le club grâce auquel, Ocha. on s'est, rencontrés, c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal et en fait ouais, du coup j'invite tout le monde à aller dessus. Et pour la petite anecdote, hier matin j'ai été prendre un café avec Thomas que j'avais rencontré sur Ocha Club Ouais. et on s'est rendu compte qu'on en fait on a été introduit par une amie commune qui habite la même ville que nous. OK. Voilà, qui est sur LinkedIn, elle lui dit tiens va voir ce que fait Alim, ça a l'air sympa, tu vas aimer. Et je lui réponds bah, en fait on se connaît du Ocha Club, Ouais, sur Ocha. mais on Ouais, savait pas qu'on habitait la même ville. ouais. Ah, c'est vrai que c'est un service qui est vraiment génial. Voilà, donc écoute on ira et puis écoute comment dire trouver des invités, trouver des astuces et des Des solutions. astuces d'enregistrement. Merci pour Zencast aussi. Et je vais remercier tout le monde à la fin. C'est ça.
Ouais, mais Zencastr, je connaissais pas du tout, donc écoute, on verra, comment dire, on verra la diffusion dès que c'est monté, je t'en ferai part. Ouais, ça marche. Écoute, je te remercie de nouveau, je te dis à très vite et profite du soleil norvégien parce qu'il existe. Ah oui, 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 il existe. Il est pas là aujourd'hui, mais il existe. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va Il y a des revenir. voilà. Il paraît qu'il est dans le coin, il est pas loin. Il va revenir, je suis sûre. Je te remercie, mais écoute, Merci à toi. je t'en prie, je te dis à bientôt et merci d'être resté jusqu'à la fin de cet enregistrement. Je vous dis à très très vite et prenez soin de vous.